Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchiez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Audrey, bienvenue dans Together Women Rise. Merci beaucoup Cécile, merci de m'accueillir. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu vis à Londres, tu as démarré chez McKinsey, tu as été CEO dans la biotech et aujourd'hui tu es partenaire chez Dalberg, qui est un cabinet de consulting. Et ce n'est pas tout, tu sièges aussi à différents conseils d'administration, aussi bien Proximus, mais aussi tu es présidente sortante de celui de Bipost. Et en plus, tu viens d'être maman pour la deuxième fois il y a seulement quelques mois. Ça fait Tout à beaucoup de fait. choses, hein. Mais au-delà de tes titres, tes fonctions, ce que j'ai envie, c'est qu'on te découvre, toi en tant que personne, derrière tous ces titres et ces fonctions, qui tu es. Et donc, pour commencer, je souhaiterais que tu te présentes à travers 3 symboles, objet, chanson, mot, un mix, ce que tu as choisi. Alors, quel est ton premier symbole? Alors le premier objet qui m'est assez cher et que je fréquente au moins 2 fois par semaine, j'essaie de faire plus encore, c'est mon tapis de yoga. Ok. Et qu'est-ce qui représente pour toi ton tapis de yoga? Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai appris du yoga, c'est que la fin, la posture finale n'est pas l'objectif en soi, c'est le chemin pour y arriver. Chaque fois que je monte sur un yoga, je trouve que c'est une micro-allégorie de la vie. On essaye de prendre des postures qui ne sont pas toujours simples, en essayant de créer de l'espace par la respiration, en essayant de le faire en restant ancré, en étant dans le moment présent, sachant que même si c'est une posture qui est peut-être plus désagréable à certains moments, c'est une étape et puis on passe à autre chose. Le fait qu'il y ait des moments de repos qui sont offerts dans le yoga aussi, le Shavasana à la fin, est aussi important que le reste. Et mon enseignante me dit souvent, c'est en anglais, there is nothing else to do quand on arrive à la fin. Et donc ce sentiment de repos complet aussi, d'apprendre à être à l'arrêt, ce qui n'est pas toujours simple dans les vies actives qu'on mène. Tout ça, quelque part, c'est presque des mantras qui, je trouve, s'ancrent à force de faire cette pratique et que je sens reproduire dans ma vie de tous les jours. Quand on est dans l'action, on essaye de le faire en étant pleinement dans le moment présent, en restant ancré, en s'écoutant, en essayant de créer de l'espace, en essayant de créer des pauses là où il faut. Et j'aime bien aussi parce que, comme tu l'as dit, dans le yoga, certaines postures, il y a des jours où elles vont être très faciles à faire et puis d'autres où tout d'un coup, ça a coincé. Et c'est exactement comme la vie. Un jour à un autre, ça n'a rien à voir. Et accepter ses limites aussi, du coup, accepter qu'un jour, Tout on à va fait. se challenger, on va se pousser, et que d'autres jours, on a moins l'énergie, l'envie, effectivement, les muscles ne suivent pas. Et on accepte qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas un Ouais, jour où on a envie de se challenger, et au contraire, c'est un jour où prendre soin de soi. Et ça, ouais, je trouve que c'est pour moi un énorme apprentissage. ouais. Super. Et alors, quel est ton deuxième symbole? Alors, ça s'appelle un vase kintsugi. Je ne sais pas si ça te parle. Non. C'est une technique pour réparer les vases japonais. Ah, si, si. Et donc, ça me représente, mais je crois que ça représente tout le monde. Mm. Je crois qu'en fait, cette notion qu'en fait, on a tous des brisures, il y a une expression très belle, c'est We all have cracks, that's how the light gets in. Cette notion Ah, qu'en fait, on a tous des brisures, mais qu'au contraire, ouais. c'est ce qui nous rend profondément humains et qui fait qu'on accueille la lumière, mais aussi qu'on rayonne, quelque chose d'autant plus de valeur quand il a vécu certaines choses, certaines blessures y compris, elle les a réparées avec de l'or, justement, Ouais. avec respect et bienveillance. Et donc, je crois que c'est des choses qui me représentent dans ce sens-là aussi, parce qu'on a tous vécu des choses difficiles et on va parler aussi plus tard Oui, dans oui, c'est la cet discussion. art qui est chouette parce qu'effectivement, à partir d'un objet qui est cassé, donc on pourrait dire qui est moins beau, finalement, il devient encore plus beau Tout à euh, fait. et plus unique parce qu'on l'a, j'ai envie de dire, upgradé. Oui, tout à fait. Tout Comment on à fait. dirait en français? Tu sais, c'est pas amélioré On finalement. l'a mis en valeur. Oui, On l'a mis en valeur, mais à nouveau, c'est mettre en c'est la valeur transformation. Ouais, même l'événement en particulier, parce que c'est vraiment les brisures qu'on met en or. ouais, Donc, c'est vraiment ouais, reconnaître la valeur de ces brisures elles-mêmes ouais. pour effectivement devenir plus unique, avoir grandi et avoir rebondi aussi, avoir appris cette résilience. Super. Et alors, ton troisième symbole?
Alors ça, c'est beaucoup plus terre à terre, mais malheureusement, il faut le reconnaître, c'est mon iPhone, c'est mon téléphone, sans Ok. vouloir citer de marque. C'est une relation amoureuse qu'on a tous, je crois, avec cet appareil de nos jours. Je ne saurais pas faire sans. Je pars avec partout, je l'ai toujours en main. Je ne veux même pas savoir combien de fois par jour je le regarde. C'est un côté du coup paradoxalement rassurant aussi d'avoir ce téléphone. C'est un moyen de rester en contact, de communiquer, de s'informer, d'apprendre des choses, d'écouter de la musique, de se détendre, même de faire du yoga parfois par des vidéos online. Et en même temps, tout le côté addictif quelque part de cet appareil et générant aussi quelque part du stress et de l'angoisse parce qu'en permanence, on est connecté, on est Mm. appelable, joignable, on a tendance à regarder encore son email une dernière fois avant d'aller se coucher pour trouver des bonnes, moins bonnes nouvelles et ça crée du stress avant d'aller dormir. Et donc une relation un peu ambivalente, hein, Tout à à la fait, fois amour et haine. tout à fait, exactement. Ok, donc de ces trois symboles, ce que j'en ressors, donc il y a une partie de toi qui accepte finalement le cycle de la vie, que tous les jours, on n'est pas à notre top. J'aime bien aussi le côté où on est plutôt en chemin et que c'est tout ce que tu vas faire en direction du but et que c'est pas le but lui-même qui est le plus important, mais c'est ce que tu es en train de faire là maintenant avec la vision de ton but. Le côté de mettre en valeur ce qui est cassé chez nous pour le transformer en beauté. Et tu restes une femme de son temps, et donc digitalisée, qui se sent à la fois esclave et à la fois qui sent que c'est un outil qui rend aussi sa vie plus simple. Donc à la fois ça crée de la charge mentale et en même temps ça libère de la charge mentale. C'est cette dualité de ces petits outils qu'il faut apprendre à maîtriser. Tout à Mais, fait, mais grâce au yoga, tu fais, comme tu dis, c'est sûr. tes périodes de récupération, de décrochage digital. Maintenant, avant de plonger dans notre sujet du jour, j'ai toujours ma question rituelle. Quel a été ton plus grand défi professionnel jusqu'à maintenant? Évidemment, je crois que chez Bipos, c'est une expérience qui m'a énormément grandi, énormément appris, mais qui est très challengeante aussi pour ceux qui ont suivi la presse et l'actualité, qui ont vu les enjeux de gouvernance par lesquels on est passé. Ça a été un mandat de présidence de conseil d'administration très, très hands-on. Euh, Et qu'est-ce qui a été particulièrement difficile pour toi en prenant ce poste-là chez Bipos il y a 4 ans? je crois que c'est le fait de devoir réfléchir à qui donner la confiance, comment donner la confiance, parfois reprendre la confiance malheureusement, savoir rapidement de qui s'entourer, quels conseils prendre, lesquels ne pas prendre, et puis garder tout le monde dans cette même direction, dans la même vision, et garder la confiance des autres aussi. Ça a été en même temps le plus difficile et en même temps le plus enrichissant. Mm. Et concrètement, si tu as le droit de nous partager, concrètement, qu'est-ce que tu as Oui, surmonté et comment tu l'as surmonté? oui, oui. Il y a des exemples très concrets. Hein. Je suis quelqu'un d'assez, je ne pense pas naïf, mais authentique. Et quand à un moment donné, des messages WhatsApp qui ont été envoyés sans trop y réfléchir apparaissent dans la presse, par exemple, on se rend compte qu'à l'avenir, en fait, il faut faire attention à ce qu'on envoie, à qui on l'envoie, comment on l'envoie. Et donc, Mm. garder ce nouvel équilibre de vie entre rester d'une certaine manière spontanée, authentique, Mm. et en même temps en réfléchissant toujours quoi que j'écrive, il faut que je sois à l'aise, que ça puisse être réutilisé parfois d'ailleurs dans un contexte Mm. différent. Et là, si on revient, donc j'imagine, donc si tu l'as envoyé sur WhatsApp, il y avait un côté privé, euh, tu étais totalement dans la confiance avec la personne. Ça a été quoi ton sentiment quand tu te rends compte que ça se retrouve dans la presse? Et c'est pas facile, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a une personne publique et que ça fait partie du rôle et du job et qu'il faut l'assumer. Et en même temps, voilà, enfin, je ne l'ai pas pris personnellement en tout cas. Je crois que chacun joue son rôle, chacun essaie de mieux possible de faire ce qu'il pense être juste. Mm. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu sais que finalement, tout le monde a un peu son agenda, que tout le monde a son rôle à jouer et qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Tout en souhaitant vraiment rester un bisounours. Mais mon Ouais, papa me disait souvent, il faut être un requin avec les requins et un agneau avec les agneaux. ouais. Et en fait, ça me parle beaucoup, c'est cette capacité à se dire comment est-ce que je gère les différentes relations, comment est-ce que je m'assure qu'effectivement, je puisse rester pleine, authentique, à disposition. Et aujourd'hui, est-ce que tu as gagné justement de pouvoir reconnaître un requin d'un agneau? Est-ce que tu as des tips à nous donner? Je crois que je dirais qu'il faut donner une chance à tout le monde. Et a priori, il faut agir d'un acte de confiance, mais en gardant un certain buffer. Donc justement, je crois que toujours, toujours, toujours agir dans ce dont on sait qu'on peut après se regarder dans un miroir et se dire, OK, j'ai fait ce qu'il fallait à ce moment-là, où on peut se justifier.
et s'assurer qu'effectivement, tout ce qu'on communique d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un puisse être lu par quiconque par la suite. Et donc, peut-être effectivement avoir une certaine retenue dans certains écrits. Ah, c'est intéressant, c'est vraiment comme tu dis, tu es devenu un personnage public. On a déjà entendu aussi les ministres qui se font enregistrer à leur insu. Finalement, c'est le lot quand c'est la première fois qu'on devient une personne publique. Tout à fait. Et du coup, rétrospectivement, puisque voilà, ça y est, tu viens de sortir de la présidence de Vipost, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même ces 4 années? Plein de choses, mais je crois que j'avais commencé ce rôle, donc j'avais pas le profil typique d'une présidente de conseil qui en général a une longue carrière derrière soi, approche plutôt des 60, voire 70 ans que des 40. Et ça, je savais depuis le début que je m'étais dit, mais si je prends ce rôle, c'est pas parce que je prétends avoir toutes les réponses, c'est que je pense que ce que je fais bien, ce que j'apporterai, c'est de permettre un vrai débat élargi d'avoir lieu, à tout un chacun de pouvoir communiquer librement et de pouvoir échanger des perspectives dans un CA, plutôt que de voir un CA comme un élément de validation sans cette notion vraiment d'espace de discussion qui permet d'améliorer, d'enrichir la proposition. Et donc, cet aspect-là d'élargir la discussion, de permettre un réel débat sans tabou, et y compris parfois sur des thématiques qui sont compliquées, où je sais que les perspectives sont différentes dans la pièce, pour à la fin de la discussion atterrir tous ensemble. Ça, c'est quelque chose dont je me disais que j'avais déjà vu mon expérience de conseil fait ça pas mal. Mais là, c'était encore un peu le cran au-dessus, et vraiment de devoir aussi assumer la décision par la suite. Et ça, j'ai approfondi, et je crois que j'avais déjà un peu cette fibre, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié faire. Je crois que dans un monde de plus en plus polarisé, être capable d'apporter ces ponts qu'on construit en permettant vraiment à chacun d'abord d'exprimer ses perspectives, c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire et que j'aimerais beaucoup aimé faire. Après, il y a toute la question, et ça c'était plus compliqué, c'est jusqu'où va le CA dans le contrôle et où est-ce qu'il faut lâcher prise et quelque part faire confiance à la personne qu'on a nommée pour faire son rôle. À travers tout mon mandat, j'ai eu malheureusement différents CEO, vu qu'il a fallu se séparer de certains CEO. Ça restait une thématique complexe à devoir gérer, de comment est-ce qu'on crée la bonne distance, le bon écart. Donc au final, on voit que ça en revient sur les relations humaines, c'est-à-dire la création de confiance. Tu parles d'écart, comment on crée la bonne distance. Quels sont les pitfalls dans lesquels on peut tomber quand on est présidente de CA? Je crois que les deux extrêmes, soit être trop dans le contrôle et quelque part ne pas laisser la liberté à la personne de pouvoir agir et déployer une stratégie, parce qu'en permanence on challenge, et quelque part il y a toujours une dose d'inconnu dans une stratégie. Par définition, Ouais, quand tout à on fait. pense qu'on va aller dans une direction, c'est parce qu'on fait certaines hypothèses sur le monde dans lequel on est. On ne sait jamais vraiment. Et donc, faire confiance quelque part au CEO et son gut feel sans être trop le côté contrôle, risk management, qui est normalement la mission du CA aussi, et qui fait un peu cette posture de retenue, est un premier challenge. Mais par contre, l'inverse, évidemment, et laisser trop librement le CEO et l'équipe de gestion faire le day-to-day, être trop loin et du coup ne plus percevoir quand on va dans le mur ou quand on prend certaines mauvaises décisions. Ça, c'est l'autre risque. Et alors, mon apprentissage aussi de ces 4 années, c'est que le rôle de conseil que j'ai par ailleurs, c'est qu'en dans le conseil, on fait beaucoup de recommandations qu'on pense être les bonnes. On met tout son cœur et toute son énergie et on s'identifie vraiment avec les clients, avec les entreprises, avec les partenaires avec qui on travaille. Mais on doit rarement finalement assumer la conséquence à 2, 3, 4 ans. Et donc, quand on fait certaines acquisitions, certaines ventes, on se rend compte peut-être après l'effet que ce n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voulait. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi et de comment on gère ça. Et alors justement, quelle posture, quand le CA a émis des conseils, a poussé dans une direction et se rend compte que c'était pas la bonne, est-ce que c'est arrivé, par exemple, chez Vipost ou dans un autre CA où tu participes? Oui, ceci dit, c'est pas vraiment un revirement total de cap, c'est plus est-ce qu'on aurait pu prendre une meilleure décision à ce moment-là, par exemple, la façon dont on fixe l'objectif chaque année, si on se rend compte à la fin de l'année qu'en fait l'objectif n'est pas vraiment celui qu'on aurait dû mettre, ou les indicateurs, on se rend compte que ce pas les plus pertinents. En fait, vous vous remettez en question, vous vérifiez et du coup, vous adaptez pour l'année suivante. Et du coup, il y a effectivement un besoin de réadapter d'une année à l'autre pour correspondre plus à ce qu'on pense être la bonne voie. Il y a toute la question d'acquisition qui se fait avec plein de conditions, le prix, les termes, le personnel qu'on met en termes de réussite. On se rend compte à l'usage qu'on se dit, bah, tiens, en fait, vu qu'on a mis certains termes qu'on avait n'étaient pas forcément toujours les plus pertinents. Et c'est la partie aussi du
l'apprentissage. Donc, c'est rarement des décisions absolument, on se dit, on n'aurait pas dû acheter, on n'aurait pas dû recruter. C'est plus, peut-être qu'en fait, on aurait dû faire un peu les choses différemment dans le détail de comment on a négocié quelque chose. Mmh. OK. Ça nous amène vers notre sujet du jour parce que tu dis que voilà, dans ce que tu as appris et ce que tu voulais mettre en place en prenant la présidence, de BIP, c'est que tu voulais que le CA devienne, plus une plateforme d'écoute et de conseil, et pas juste de check the box, pour avoir la validation, d'une stratégie ou d'une autre, mais d'arriver à entendre les différents points de vue, plus d'écoute et nous amène sur le sujet du jour qui est le leadership facilitateur. Et ma première question, c'est déjà qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire un leadership facilitateur? Donc pour toi, Audrey, qu'est-ce que c'est? Et j'ai déjà un peu référé à cela, mais donc le fait que dans cette époque qui est très polarisée, on est des gens qui veulent jouer ce rôle, non pas d'avoir une énième opinion hyper ancrée et non discutable en plus, mais quelqu'un qui quelque part crée ces ponts entre différentes personnes pour arriver à des décisions ensemble et qui après facilite la mise en œuvre de cette décision en soutenant le mieux possible l'équipe management. Pour moi, il y a ces deux aspects-là dans la dimension de leadership facilitateur. Mmh. Et là, j'aimerais bien faire la différence entre un leader facilitateur d'un facilitateur. Concrètement, un facilitateur, il peut exceller dans créer des dynamiques de groupe, mais il peut aussi parfois manquer la capacité de persuader ou d'incarner une vision ou de prendre des décisions difficiles, surtout, quand il n'y a pas de consensus. Alors que pour moi, le leader facilitateur, c'est aussi quelqu'un qui va pas juste créer de l'harmonie ou qui va pas juste créer un environnement finalement pour que les gens s'écoutent et plus une écoute active, mais il va aussi être capable de gérer des conflits ouverts, de maintenir une posture assertive, de transmettre des idées complexes de façon claire et surtout de traduire une vision stratégique avec des priorités concrètes et d'embarquer son équipe. Pour moi, ça, c'est le côté leader qui vient avec en plus ce côté facilitateur où finalement j'ouvre le floor et j'offre plus d'écoute active dans le groupe au lieu de, comme tu disais, rester polarisé. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment la grosse différence avec juste un facilitateur où on peut être dans n'importe quel Oui, oui. rôle de l'entreprise. Donc, c'est essentiel évidemment de souligner quand on parle de leadership facilitateur, c'est avec l'objectif d'avancer Mmh. et de faire bouger les choses. C'est un peu comme un coach est censé être dans l'écoute, mais aussi censé stretcher, mener à des résultats. Et donc, c'est tout sauf juste écouter et additionner ce qui a été dit, c'est au contraire façonner ensemble, permettre à chacun de faire ce cheminement l'un vers l'autre graduellement pour qu'on arrive vers une vision commune et effectivement après qu'on puisse engager tout le monde dans cette vision commune. Et ça demande un travail effectivement d'écoute, mais au-delà d'écoute, de synthèse, de combinaison d'idées en permanence. Et puis, il y a un rôle aussi, à un moment donné, une fois qu'on a une décision, en tant que CA, on s'y tient. Voilà. Et même si tout le monde n'était pas entièrement convaincu, moi, j'ai une méthode qu'on appelle consent-based, on peut en discuter un petit peu. La dernière question que je pose à la fin d'un débat, c'est est-ce que tout le monde peut vivre avec la décision finale? Si la réponse est oui, je peux vivre avec. On doit vivre avec. Et donc, un CA prend collectivement des décisions et puis soutient collectivement ces décisions vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis du management, vis-à-vis de quiconque. Et donc, ça demande aussi ça, ce leadership, c'est être capable d'arriver à cela et d'affronter les conflits dans le sens des différences d'opinion qui peuvent parfois être assez fortes pour arriver à un stade où chacun est prêt à se dire maintenant, je suis prêt à vivre avec et je vais vivre avec et je vais assumer la décision. Il y a aussi une autre philosophie de vie qui me parle pas mal. Quand j'avais du mal à prendre des décisions parfois dans la vie privée, quelqu'un me disait, mais en fait, ce n'est pas la décision qui compte, c'est ce qu'on en fait. De fait. On parlait de stratégie, mais en fait, la mise en œuvre d'une stratégie peut aussi faire qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Et peut-être qu'on se rend compte avec recul à nouveau, je ne parle pas de vie passée, mais on pourrait se rendre compte qu'en fait, la stratégie n'est pas la meilleure. Mmh. En fait, tant qu'elle reste la seconde meilleure, mais qu'on la fait excellemment bien, on peut déjà avoir de très bons résultats. Et ce qui est certain, c'est que si on tourne en rond de ne rien implémenter parce qu'on se pose la question en permanence, est-ce que c'était le bon choix? On fait du surplace. Et ça, je crois que c'est une leçon de vie tant dans le monde du travail que dans le monde privé. C'est qu'à un moment donné, prendre une décision et après l'assumer pleinement et en faire le mieux possible. Prendre pleinement la responsabilité d'avoir pris la décision Oui, et de tout l'impact que ça a derrière. Mmh. tout à fait. Ouais. Et dis-moi, cette posture de leadership facilitateur, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris, que tu as ajusté, que tu as musclé peut-être au fil de ton parcours? Je crois que muscler est le bon terme. Après, j'ai encore plein de choses à apprendre parce qu'on Oui, parle de oui. moi, comme je dis, je crois que voilà, j'ai une certaine forme de leadership. Je crois qu'il faut trouver le style qui
qui se convient. Et donc, il faut voir un peu qui on est et quelle forme de leadership on prend. Et puis, travailler pour que ça parle. Je crois que le pire serait d'essayer d'être un leader plus autoritaire ou plus justement décisif ou plus incisif si en fait on a un profil plus différent, où on aime bien plutôt prendre les choses doucement, avec bienveillance, avec écoute, et trouver ce juste équilibre. Ce qui est très important aussi, c'est le feedback évidemment. C'est quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup au CA quand je suis rentrée. Je regrette avec le recul de ne pas en avoir fait plus, mais donc typiquement, ici à la sortie, je me suis dit, mais je vais faire une séance de feedback avec chacun des administrateurs, administratrices, dans les deux sens. Ouais. Et en fait, on apprend énormément aussi par ce miroir qui vous est tendu par les autres. Et donc, permet de débriefer un peu de vraies situations, de comment on les a vécues, comment on les a traversées, et de se demander si la prochaine fois, on ne pourrait pas prendre une approche un peu différente, une posture différente. Rien que ça, moi, je suis toujours fascinée de voir, quand on rentre dans une discussion avec quelqu'un, à quel point cette même discussion avec une autre personne va être très différente. J'ai par exemple mené des interviews sorties là, récemment justement Ouais. avec différents journalistes. A priori, on parle de la même thématique, de la même entreprise et du même rôle. Ouais. En fait, les thématiques qui ont été touchées au final sont très différentes d'une personne à l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on se rend compte que dans la façon dont on joue un rôle, dans ce cas-là, c'est le journaliste, quelque part le leader, Ouais. le type de questions qu'on va poser, la posture qu'on va prendre, même le body language, quelque part Ouais. certainement, va mener à des résultats tout à fait différents. Et donc, Peut-être que le journaliste vient avec sa propre philosophie, sa propre idée, tout et à donc fait, du coup, il te pose des questions qui sont un peu dirigées, en fait, tout à par fait. ses préjugés, parce qu'on en a tous, par tous ces biais. Donc, en tant que leader, se questionner un peu sur ses biais et donc se rendre compte que, et essayer d'ouvrir un peu les possibles de comment on peut agir, réagir dans certaines situations, se demander comment le résultat serait différent. Ça, je crois que c'est très puissant dans cette notion d'améliorer, de renforcer son leadership, parce que je crois qu'en fait, un bon leader est quelqu'un qui est capable de prendre tout un tas de postures différentes selon les besoins. Donc, c'est d'élargir son registre de possibles réponses à une situation pour pouvoir piocher quelque part la meilleure posture possible sur la situation. Et je crois qu'on s'en rend seulement compte de la puissance de cet exercice une fois qu'on s'est rendu compte à quel point la même situation, mais où on a agi différemment, mène à des résultats très différents. Et j'ai noté un peu pour moi les différentes pratiques typiques que mène un leadership facilitateur. Et j'aimerais savoir pour toi, est-ce que, on va dire, les différentes caractéristiques, ça a été plus ou moins facile à incarner dès le début, ou justement c'est ce qui t'a demandé le plus de stretch. Par exemple, si je pense le fait de gérer à la fois le fond et la forme des discussions pour avancer efficacement tout en gardant le cap collectif. Il y a aussi, je pense, favoriser la collaboration, mais même dans les moments de tension ou de désaccord. Donc là, on est vraiment, on va dire, sur le skills facilitateur. Et puis, créer des ponts entre le passé, le présent, le futur, pour aider l'équipe à élargir, en fait, leur perspective. C'est-à-dire que pour moi, la facilitation, elle est l'écoute des personnes, mais aussi leur ouvrir l'esprit sur la temporalité et sur aussi parfois les ramener sur un contexte qui est plus grand. Comme tu dis, on peut arriver avec des biais et là, c'est de leur faire prendre en compte aussi d'autres enjeux que tout le monde n'a pas en tête quand ils arrivent dans la discussion. Oui, je crois que ce dernier élément elle prend celui que j'ai trouvé moi personnellement le plus difficile à maîtriser. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans l'instant, l'intensité du moment, et qu'être capable plus tard d'y référer, dire on avait dit ça, pour s'assurer qu'on continue dans une direction qui est cohérente. Parfois, on se rend compte qu'on prend certaines décisions et puis il y a d'autres propositions qui viennent qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on avait dit, mais une direction un peu différente, être capable de confronter. Là, ce que j'entends maintenant, c'est peut-être une proposition un peu différente. Est-ce qu'il faut revisiter les décisions qu'on a prises? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des éléments Ouais. nouveaux qui jouent? Mais en tout cas, ne pas oublier quelque part, quand on progresse, quelque part, les pierres qu'on met pour baliser le chemin. Ce que j'apprends aussi là, c'est qu'on n'est pas seul dans ce qu'on fait. Mais quelque part, pouvoir compter sur d'autres personnes qui C'est apportent ça. des éléments où on est peut-être un peu moins fort, parce que justement, on est dans le moment présent. Tu parlais de gérer la fond et la forme. Dans le moment présent, on est en train de gérer le fond, la forme et avancer collectivement. Et donc, savoir qu'on peut compter sur certaines personnes pour jouer ce rôle, Ouais, mais alors aussi les encourager à le jouer. Donc, tout à fait. ce qui est très important dans un CA, c'est de permettre à chacun de se sentir libre de parole à tout moment. Et donc, quelqu'un qui va un peu chercher la petite bête en disant non, moi, on avait dit à 4 CA, ça peut être très mal perçu par certains. Au contraire, à ce moment-là, son rôle, c'est de dire, mais c'est de remercier la personne à mettre en valeur, Ouais. de dire, mais tu apportes quelque chose de très précieux là, en mettant en avant cette possible tension. Et alors, discutons et comment est-ce que les deux éléments se confrontent, se rapportent.
et qu'est-ce que collectivement on veut en faire. Et donc à nouveau, en tant que leader, ce qui est très beau aussi, c'est savoir qu'on peut compter sur d'autres et qu'on encourage les autres à jouer ce C'est rôle, ça. c'est très important aussi. Oui, parce qu'on a chacun sa personnalité. Il y a des personnes qui vont être très structurées, il y a des personnes qui vont être très créatifs et puis d'autres qui aiment bien les règles et qui vont pouvoir les remettre. Et alors souvent, comme tu dis, ils sont perçus un peu comme, un peu l'emmerdeur, hein. Tout Moi, à je me fait. souviens très bien d'une directrice de com interne et qui nous rappelait toujours les règles du branding. Et dans toute la société, on faisait: «Eh ça y est, elle va nous ressortir qu'on n'a pas le droit de mettre le logo dans telle couleur, gna gna gna, que ça doit être», et en fait, mais heureusement qu'elle était là, parce que Oui, sinon on n'aurait pas eu une cohérence de marque. Mais c'est très difficile d'avoir cette casquette, de rappeler les règles, parce que les gens ont l'impression qu'on les bride dans leur liberté, alors qu'en fait, c'est primordial au final. tout à Donc fait. mais c'est pas un chouette rôle, et donc je te remercie parce qu'effectivement, ça demande de leur dire merci. Oui, oui, Et oui, c'est ceux important parce qui que qui ont ce sont le les courage personnes qui doivent le faire. de tenir cette posture parce que tu vas pas t'attirer beaucoup d'amitié naturelle, on va dire. Je crois que de manière générale, ça peut-être tu parles de conseils, je sais que on n'y est pas encore là, mais un petit tip, c'est quand quelqu'un dit ou fait quelque chose autour de soi qui vous énerve, surtout quand un rôle de leader, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Et on sent que quelqu'un crée du coup du stress chez soi parce qu'en fait, il repart ou va dans une direction. Il faut respirer un bon coup et commencer par remercier la personne. Ça permet déjà que la personne ne soit pas dans l'opposition pour le principe, parce qu'elle se sent valorisée, appréciée pour ce qu'elle apporte. Et puis ça permet de dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on fait ensemble? Je crois que rappeler la vision commune qui est on veut tous le bien de l'entreprise, c'est pour ça que je le fais et pour rien d'autre. Je crois que c'est toujours bien de se le rappeler. Souvent, en fait, on a la même vision, le même objectif, qui n'est pas Mmh. juste de bloquer pour bloquer, c'est pour le bien de ce qu'on pense. Et donc, il faut interroger, ça les demander, même si on ne le voit pas soi-même, en quoi est-ce que ça mène, et essayer de permettre à cette perspective de s'exprimer. Parce que alors, du coup, les autres aussi le verront, et ça met tout le monde dans une position collective. OK, on entend la perspective, on comprend cette D'ouverture. perspective, comment est-ce qu'on l'intègre dans la vision Mmh. commune? Et d'ailleurs, ça m'amène à moi, ce que j'ai pu observer dans les leaders que j'accompagne, c'est parfois cette difficulté de faire un switch, on va dire très expert, à un switch qu'on demande quand on va en exécutif, d'être capable justement de passer en leadership facilitateur, en partie, quand, c'est nécessaire, et du coup de passer de la bascule: «Je sais, je fais, je tranche», qui est très: «Je suis expert, je connais parfaitement mon job, cette compétence», à: «Je guide, je tiens l'espace et je fais émerger». Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de lâcher prise et en même temps, on peut garder «je tranche» parce qu'on demande, toujours, quand même de donner un cap et d'être le gardien du cap. Et dans ton cas, quand on avait discuté la première fois, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en prenant la présidence du conseil d'administration de Bipost, tu m'avais dit: «Bah, voilà, moi je me positionne pas comme celle qui sait, parce que je sais que j'en sais moins que que les autres, mais comme quelqu'un qui va apporter une méthode, un cadre pour faire émerger un consensus». Oui, tout à fait. Et là-dessus, c'est vraiment là que je vois que pour moi, c'est ça le mindset exécutif face à un mindset: «Je reste juste expert». Et en même temps, c'est très difficile, cette bascule de expertise à stratégie exécutive, où on va lâcher un peu notre identité d'expert sur lequel on s'est bâti, sur lequel on sait qu'on a toute notre crédibilité. Toi, est-ce que tu l'as vécu, ce moment de bascule, et comment tu as lâché prise? Déjà un petit peu entre consultant et manager de projet, et puis certainement entre manager et partenaire. Parce que manager de projet, on a encore un projet en général dans le monde de la consultance. Mmh. En tout cas, chez Dalberg, on est à 100% sur son projet. Donc, on maîtrise encore vraiment bien son projet, on connaît ses clients, on connaît la thématique. Et puis, une fois qu'on devient partenaire, on est sur 4, 5, 6 projets à la fois et en train de discuter de nouveaux projets avec d'autres clients, il faut accepter qu'on ne sera pas dans le détail. Et en fait, là, la force qu'on commence à apporter, c'est de poser les bonnes questions. Ça, vraiment, pour Mmh. moi, c'est essentiel. Le rôle ne devient plus d'apporter des réponses en tant que telles, mais de poser des questions qui élargissent le spectre. Et qui, en fait, souvent, je dis que quelque part, c'est plus facile une fois qu'on est partenaire, parce que tant qu'on est le nez dans le guidon en tant qu'expert, justement, on est dans le guidon. Et donc, ces questions qui ouvrent l'horizon ou qui mettent parfois à blanc des angles morts qu'on n'avait pas vus, mais effectivement, il faut être capable de lâcher le contenu du coup, presque Mmh. volontairement, et se dire, mais en fait, je ne cherche surtout pas à comprendre le détail, parce que si j'essaie de creuser le détail, je vais me perdre moi-même dans le détail, et les questions que j'ai posées vont être des questions de détail. Or, si je survole le document et que je m'assure que je comprends le contexte, le cadre, et que j'ai quand même les grands points d'ancrage, mais je ne cherche pas à comprendre le détail pour le détail,
j'ai probablement remarqué l'autre gros pilier qui manque dans le travail. C'est garder l'avantage que tu as une distance par rapport au Tout à projet fait, pour en faire une force et garder cette force et malgré les pressions et c'est ça, ouais, où je vois que si on n'a pas eu totalement le switch, dès qu'il y a la pression, on peut tomber dans le micromanagement parce tout qu'on à a fait. peur, qu'est-ce qui va sortir de ce projet? Il y a quand même mon nom dessus, et là, c'est là où on voit le côté néfaste quand le leader à un niveau exécutif n'a pas fait le switch mental de passer justement de expert à juste: «Je facilite la vie des gens qui sont en dessous de moi». Oui, oui. Donc Audrey, oui, bah, ce que j'aime bien dans ce que tu me dis, c'est que finalement, quand on est à un niveau exécutif, même déjà quand on est au niveau directeur, c'est de garder cette distance et que c'est grâce à ces distances qu'on va avoir de la force et qu'on va amener une valeur ajoutée. Et bien souvent, quand j'en parle, la résistance, c'est, j'ai l'impression aussi dans le descriptif de poste, ça n'a pas été assez clairement dit ce qu'on attend de toi à ce niveau-là, c'est plus que tu saches profondément, mais c'est que tu amènes de la stratégie, que tu facilites et en fait, on ne te demande pas de savoir tout faire. Non. Et ça, il faut effectivement l'accepter. C'est peut-être un shift de mindset assez important. On croit qu'effectivement, on croit que sa valeur ajoutée, sa crédibilité dépend de ça. Or, la crédibilité, une fois qu'on a un niveau supérieur, consiste à être capable justement d'être assez élevé pour pouvoir comparer. Quand on parle à une personne dans son équipe, on a vu 3, 4 autres personnes qui font parfois des choses similaires ou en tout cas dans la thématique adjacente, c'est de créer ces ponts et ces contacts. Donc ça, c'est l'autre élément au-delà de poser des questions intelligentes. Il faut accepter de basculer là où on pense qu'on amène de la crédibilité aux yeux de son équipe, etc., pour être capable de se dire, ben, en fait, moi, j'apporte autrement. Ceci dit, je crois Mmh. que de temps en temps, si on sent qu'il y a quand même des failles dans le raisonnement, que le travail est mal fourni, il y a quand même un rôle de quality control qui reste. Mmh. Et donc, si on commence à se dire, tiens, là, il y a une faille, on pose une question un peu de clarification, on se rend compte que le chiffre ne tient pas la route, c'est pas cohérent. Et donc là, au contraire, il faut être très profond. Et donc, rien n'empêche de temps en temps, de manière très sélective, mais ça, c'est à faire de manière sporadique. Tout à Là, fait. j'aimerais bien qu'on passe sur comment tu t'y prends pour créer du lien entre des visions très opposées. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête, que tu pourrais nous partager? Peut-être, dans tes différents projets que tu as eus, pas forcément dans les conseils d'administration, mais avec tout ce que tu vois aussi dans ta partie consulting ou à l'intérieur du cabinet de consulting. Oui, je travaille par exemple pour une organisation qui a pour but de donc littéralement sauver des vies. On vit dans un monde qui évolue, donc le financement est beaucoup plus remis en question par Mmh. ses donateurs, dont les États-Unis par exemple. Et donc le rôle du fundraising devient de plus en plus important. Ouais. Évidemment, c'est deux philosophies qui dans notre monde peuvent peut-être s'affronter, et ne devraient pas d'ailleurs, mais peuvent s'affronter. Il y a des gens qui rejoignent cette organisation avec cette mission de philanthropie au sens grec du terme, de l'amour de l'homme et de l'autre, et pour eux une vie est une vie. Et Mmh. puis il y a tout un département qui est tout aussi poussé par la Ouais, mission, mais et qui qui est est en là fait de pour collecter l'argent. comprendre, ceux qui sont, tu dis plutôt, philanthropiques. Quelque part, sans argent, ils peuvent pas avoir des opérations sur place pour aider les Tout à fait. gens. Donc j'aimerais comprendre leur mindset parce que moi, Oui, oui. je Et ne donc, vois pas en fait, et en fait, Cécile, c'était ma recommandation, c'est quand on se rend compte que quelqu'un arrive avec une perspective qu'on ne comprend pas, oui, c'est ça. il faut peut-être commencer par questionner. Et donc, est-ce que tu m'as expliqué justement qu'est-ce qui joue dans leur tête? Mais donc, en fait, on leur demandait de contribuer du coup à cet effort de le rapportage de toutes les initiatives, les opérations menées pour montrer tout le bien. Et c'était vu presque comme de l'instrumentalisation par certaines équipes d'opération qui disent moi, je n'ai pas du tout envie que les victimes que j'ai sauvées fassent un témoignage. Je n'ai pas du tout envie que mes OK. équipes à moi aillent passer du temps, Mmh. non seulement pour le côté presque ce qu'eux considéraient voyeur, mais aussi juste le temps que ça prend Oui, de je comprends mieux, je de comprends mieux. donateurs, Ils avaient etc. l'impression qu'on instrumentalisait la misère un peu. Ça, et alors il y a aussi de façon macro, il y a une partie du budget qui va vers l'équipe de fundraising. Et donc, la partie opération, chaque euro qui partait, c'est de nouveau des vies perdues Oui, dans leurs bah yeux. oui. Donc, les deux perspectives se valent. OK. Et la réalité est à nouveau un peu entre les deux. Mais si on a l'impression qu'elle ne fait pas un bon boulot, ou, et ce qui est plus souvent le cas, le boulot de l'équipe en question n'est pas connu, pas reconnu, n'est Mmh. pas comprise par les équipes de terrain, quand cette confiance mutuelle est brisée, ça devient très Et compliqué. alors du coup, comment tu as géré ça?
Oui, pour c'était ça. réussir. Qu'on a fait, d'abord fait un tour d'écoute. Et exactement ce que tu disais, essayer de comprendre la perspective. Pourquoi est-ce que vous considérez que le fundraising ne mérite pas d'être mieux financé comme équipe? Vous n'aimez pas ce qu'ils font. Pourquoi vous n'aimez pas ce qu'ils font? Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Mm. Est-ce que les exemples où vous avez l'impression qu'ils ont été voyeuristes ou pas? Mm. Est-ce que les exemples où vous avez l'impression qu'en fait l'argent a été dépensé pour rien? Et alors, la deuxième étape, c'est de se distancer. OK, qu'est-ce qui sont des perceptions? C'est vraiment une question de mieux informer, mieux communiquer, permettre de renvoyer certaines images différentes. Mais vous savez, à tel moment, ils ont vraiment essayé de minimiser et ça vous a pris 5 minutes de votre temps, mais c'est parce que tout le travail a été prémâché justement pour ne pas vous prendre trop de temps. Vous aviez conscience de tout ce qui a été fait en amont. Ah non, ben voilà, je vous le raconte. Donc, il y a déjà un peu un rôle quelque part pendant l'écoute, si on sent qu'il laisse passer, de déjà partager aussi certaines réponses pour clarifier. Et puis, c'est identifier les vrais points de blocage, entre guillemets, où on se dit, bah, effectivement, la vision, en fait, est la même, vous avez la même volonté de les mettre ensemble et de dire, qu'est-ce qui peut la prochaine fois éviter cette situation, qui permet du coup de graduellement débloquer les Et choses. si tu peux, je sais pas si c'est confidentiel, tu dis pas, mais concrètement, qu'est-ce que tu vois comme action qu'en ressort? Est-ce que c'est par exemple, de communiquer plus souvent auprès de l'équipe opération, je sais pas, en newsletter, en vidéo, sur, et de leur montrer, bah, voilà, ils ont investi, je sais pas, 100 000, ça a rapporté 1 000 000. Tout à fait. Donc, il y a une partie de communication plus formelle, certainement. Après, de nouveau, avec le bon équipe à trouver. Il y a tout un tas de mécanismes plus informels. Dans l'époque post-Covid, on se rend plus assez compte, je trouve, de la valeur des temps qu'on passe à se croiser dans les couloirs, à se croiser dans un bureau, à une machine de café. Et en fait, du coup, par exemple, avoir l'équipe de fundraising, si tu as un endroit dans le monde, les équipes opérationnelles partout ailleurs, et jamais avoir physiquement des échanges juste informels. Donc, il y avait des réflexions, est-ce qu'on ne va pas décentraliser l'équipe de fundraising? Parce qu'en fait, eux vont de toute façon communiquer par Teams ou par autre. Ils vont être en contact avec leurs équipes quelque soit dans le monde parce que leur travail le nécessite. Mais le fait qu'elles soient en fait dans un bureau basé dans un autre pays va permettre qu'ils participent aussi aux événements de cette équipe-là et donc de quelque part jouer ce rôle d'ambassadeur pour l'équipe fundraising dans ces équipes. C'est top. Ouais, on voit vite on voit émerger le pattern qui a amené aussi à cette fracture puisqu'ils sont isolés du reste et du coup, il y a une Ouais. fracture qui se crée naturellement et donc finalement, comment on va réduire cette fracture, Et ça, c'est un vrai enjeu. On a tendance à vouloir mettre les experts entre eux, justement. Mais comment est-ce qu'on s'assure de garder les ponts? C'est essentiel. Un pied sur le terrain, je pense, c'est la même chose quand on dit que le marketing, il est trop dans sa tour d'ivoire, Tout à bah, fait. il faut qu'il soit avec les sales, beaucoup Un exemple très sur le concret que terrain. j'appréciais beaucoup d'initiatives chez Bipost pour ça, c'est qu'en fin d'année, et c'est en fait un effet secondaire, ça n'avait pas été anticipé comme ça quand ça a été pensé, mais c'était brillant, c'est qu'en fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, en fait, on a un pic, parce qu'en fait, les gens achètent beaucoup en Ouais. ligne, ils achètent des colis, et donc il y a énormément de colis jusqu'à, je ne vais même pas citer chiffre, mais 800 000 ici qui sont distribués en une journée, donc c'est énorme. Et donc, on avait proposé que les équipes du quartier général, donc des tours à Bruxelles, pendant une semaine, aillent passer un peu de temps à eux-mêmes participer dans les centres de tri avec les facteurs, jouer un peu le rôle aussi de distribuer. Et pour montrer le soutien aux équipes opérationnelles. Ouais. Au début, c'était présenté comme tel. Non seulement ces gens qui l'ont fait ressortaient avec un énorme sentiment de satisfaction et donc disaient, mais j'ai autant appris. Je me rendais compte que j'étais archi nulle au début, que c'est pas si simple que ça leur travail, parce que trouver la bonne sonnette au bon endroit, ça prend parfois du temps. Et en plus, ça me ramène plein d'idées dans mon travail tous les jours, justement, marketing, etc. Parce que maintenant, j'ai compris certaines choses, j'ai compris comment ils fonctionnent, ça va me donner des idées sur comment je présente les choses la prochaine fois. Et je garde, là, je pense que là, ça vaut le coup de vraiment montrer ce côté, il y a la communication, on va dire, structurelle, dire voilà, on a investi tant en termes de ROI, on fait telle et telle action, mais aussi, comme tu parles du côté informel, de créer des liens en dehors de ce qui est très structuré. Ouais. Créer de façon très délibérée des moments d'échange informels, que ce soit des lunchs organisés, des breakfasts organisés, des dîners organisés, des team building qui sont même complètement indépendants, où en fait on est vraiment là pour le plaisir de créer cette connexion aussi. Et donc ça, je crois qu'en fait ça a forcé quelque part les managers dans différentes structures à repenser le temps d'équipe selon 3 axes quelque part. Qui est un temps vraiment où on travaille, on est concentré sur quelque chose et on évite la réunionnite pour le plaisir. Ouais. Un deuxième où on a des échanges relativement structurels, formels, pour s'assurer qu'on peut travailler ensemble sur le projet. Et puis, des troisièmes qui sont étant purement informels, où en fait, à la base, l'objectif n'est pas de parler de travail en tant que tel. Par exemple, chez Dalberg, on fait souvent des choses, on appelle ça rosebud thorn. Donc, la rose, quelle est votre rose de l'année? Quel est votre bud? Ce bud, c'est un bouton, un espoir pour l'avenir. Et thorn, quelle est votre épine de l'année? Et en fait, les gens m'ont partagé souvent des exemples du travail dans ce cadre-là.
Donc, c'est relativement informel, mais en même temps structuré. Les éléments qui ressortent sont hyper puissants et en fait, les gens l'entendent et perçoivent des projets chouettes sur lesquels les autres ont travaillé, des difficultés qu'ils ont rencontrées. Ça permet à chacun de se comprendre mieux aussi. Et là, toujours pour aider la facilitation, j'aimerais qu'on parle justement du côté transgénérationnel. Est-ce que tu as déjà géré des débats intergénérationnels pour faciliter la compréhension des attentes des différentes générations et comment tu as pu aider que chaque voix puisse s'exprimer sans étouffer la dynamique collective? J'aime bien éviter justement de renforcer. Il y a des études qui ont démontré que si on pointe les différences, les gens commencent à se comporter selon les différences. Toi, en tant que manager chez Dalbert, quand tu vois, je ne sais pas, tu as peut-être des équipes plurigénérationnelles, des jeunes qui ont moins de 30 ans, avec des personnes qui ont 40 ans peut-être. Est-ce que tu vois des attentes qui peuvent être différentes? Comment tu gères ça, toi, en tant que manager? Pour moi, c'est plus une question de comment est-ce qu'on s'adapte aux besoins de chacun et à la façon de travailler de chacun. Et donc, si on sent que justement certaines personnes plus âgées ont plus de mal justement avec le télétravail, à dimension en ligne, WhatsApp, etc., mais quelle est leur façon de travailler et quel est quelque part le standard minimum qu'on veut que tout le monde suive versus qu'est-ce qu'on décide d'être flexible dans les besoins de chacun. Et donc, si moi, par exemple, j'ai certains jeunes qui, au contraire, adorent voyager pour le Mhm, boulot, mais très bien. Donc, c'est les premiers qu'on va envoyer à l'étranger quand il y a des missions à l'étranger. mhm. Il y en a d'autres qui ne veulent pas trop voyager. Bah, il y a un minimum qu'on demande quand même dans ce travail de conseil. Mais on va essayer de s'arranger pour que ces personnes soient dans ce milieu-là, voire moins si les besoins ne sont pas là. Et donc, je crois qu'il y a, de nouveau, c'est être à l'écoute. Il faut comme pour toute société, il faut un minimum de vivre ensemble, de socle commun. Mais après, ce n'est pas une règle stricte pour tout le monde, c'est un range. Il y a un minimum et un maximum. Donc, quelque part, ça permet à chacun d'apporter, de retirer ce qu'il ou elle veut du travail. Donc, ça va au-delà des dimensions d'âge. C'est Mhm. plus quelles sont les réalités de chacun. Oui, il y a des biais culturels qui jouent, puis il y a les personnalités de chacun aussi qui Parfait. rentrent en compte et les envies du moment. Ok. Et avant de clore, j'aimerais bien qu'on voit quand même aussi les limites du leadership facilitateur. Est-ce que pour toi, il y a des contextes où là, c'est pas un style managérial qu'on va prendre parce que ça sera pas le meilleur? Est-ce que tu vois des contextes où tu agirais Oui, moins comme un leadership facilitateur? ben, je crois que des situations un peu code rouge où il y a vraiment une crise profonde. J'avais rencontré le CFO de Boeing qui avait joué un peu le rôle de CEO d'intérim quand les différents Boeing commençaient à cracher un peu les uns après les autres. Et là où littéralement des vies étaient perdues. Ouais. Il faut prendre une approche beaucoup plus top-down et hiérarchique dans le bon sens du terme dans ce cas-là. Il faut une ligne de commande très claire, des processus très clairs. Et comme on essaie de reprendre le contrôle sur l'environnement, On n'est pas en mode itératif, tout flou, innovation. tout flou et toute action personnelle peut avoir des impacts dramatiques par la suite. Donc ça, c'est un cas très concret et clairement, c'est assez limité. Je pense qu'un autre, c'est probablement s'il y a vraiment une équipe très, très junior et justement un manque de compétences de base. Je crois qu'il y a besoin d'accompagner les personnes beaucoup plus, de leur instiller encore cette expertise qu'on peut leur apporter et qui sont demandeurs aussi à ce moment-là d'un Ouais. cadre de travail plus strict, plus rigoureux, de check-in plus fréquent et vraiment d'accompagner non pas seulement le résultat final, mais le processus pour y arriver. Et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec les différents membres de l'équipe, Ouais. de comprendre quel est le niveau d'accompagnement. Oui, ça, c'est un peu tu sais, les 4 S qu'on apprend en leadership style, le S1, S2, S3, S4, selon la maturité de ton employé, quel style managérial avoir. Moi, il me vient un troisième. Là, finalement, ce que tu me donnes, c'est vraiment par rapport à le contexte, soit de tes collaborateurs, leur maturité, soit une crise. La troisième variable qui me vient à l'esprit, et pour l'avoir vécu, c'est aussi la culture de l'entreprise. C'est-à-dire si on est dans une entreprise qui a une culture quand même très hiérarchique, très, old school, aussi très, très masculin comme culture. J'ai déjà vu des managers hommes, bien qu'il était homme, mais il avait naturellement un côté facilitateur, donc il n'allait pas avoir ce côté très, on va dire, j'en impose, pas du tout, qui était plutôt dans chercher toujours l'harmonie, le consensus, aider les équipes, qui était très apprécié pour ça. On le trouvait bienveillant, mais en fait, il était perçu comme bien gentil. Il n'a jamais été promu à un plus haut niveau parce qu'il appartenait pas au groupe des loups. Et donc je pense qu'il y a aussi le contexte dans quelle entreprise on est. Est-ce qu'il y a de l'espace Oui, finalement j'entends. pour cette bienveillance? Et après, on peut essayer de la créer une fois qu'on a réussi à grimper, mais parfois pour pousser les coups, d'arriver à grimper sans avoir les codes,
ou avoir les possibilités. Moi, par exemple, dans cette entreprise-là, j'aurais jamais pu grimper parce que j'allais pas au pub avec les autres mecs et faire d'autres choses qui étaient vraiment trop masculines pour une femme. Oui, alors ça touche, le dernier exemple touche clairement à une question de diversité et d'inclusion. Comment est-ce qu'on crée un cadre inclusif pour tout le monde, pas que pour les femmes d'ailleurs, Mm. aussi pour les mecs qui n'ont pas envie. Mon papa me disait souvent qu'il faut être un loup avec les loups et un agneau avec les agneaux. Oui. Donc, il faut se demander quel est son périmètre d'action possible, où on Mm. peut avoir un impact sur la culture, et je crois que son équipe est un bon endroit où commencer. Et là, quelque part, essayer d'installer une culture un peu différente, ça n'empêche pas que s'il faut montrer ce qu'on performe, communiquer clairement pour grimper par rapport à d'autres, il faut savoir jouer ce rôle-là aussi. Si on se rend compte qu'il faut faire des choses qui ne correspondent pas forcément à son style préféré, tout en restant évidemment juste et fidèle à ses valeurs, hein, Ouais. mais être capable aussi d'utiliser un autre type de management, étendre le type de leadership, de posture qu'on peut prendre. C'est ça la vraie richesse, être capable justement de jouer ce double rôle, dans le bon sens du terme, de différents rôles selon les besoins situationnels. Après, dans les limites de ce qu'on est prêt à accepter, on dit, mais là, ce n'est pas juste être plus autoritaire ou plus communicatif ou plus show-off par rapport à ses performances, mais ça va au niveau du mensonge, des coups bas, etc. Et c'est pas ce que je veux faire moi. Il faut aussi être capable à un moment donné de dire, Voilà, moi, je ne suis plus heureux dans ce contexte et je préfère quitter. c'est ça. Et malgré le salaire, malgré le titre, et c'est là, ça demande un autre courage de quitter parfois la cage dorée. Et c'est parfois le plus courageux, c'est de quitter, très Oui, clairement. tout à fait. Et alors justement, là, avant qu'on conclue, j'aimerais te poser une dernière question qui serait donc, si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération de femmes leaders, ce serait quoi? Une règle d'or ou peut-être une permission qu'on devrait toutes se donner, je ne sais pas. Compliqué, hein. Sans Et, pression, Audrey. ce qu'il y a, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Ah, tu peux en donner plusieurs. Si je dois en donner une, je crois que c'est s'entourer un peu d'un sounding board, c'est-à-dire qui sont les 4 personnes en qui j'ai vraiment confiance. Ça peut être dans le travail, d'un travail précédent, quelqu'un de complètement externe, son partenaire. Et donc, créer un peu ces 4-5 personnes vers qui j'ose aller pour demander du feedback honnête, un retour, demander conseil, parce qu'elles comprennent qui on est, mais c'est les contextes dans lesquels on évolue, et oser aller demander conseil à ces personnes-là aussi. Et ça peut être conseil, mais ça peut être de l'aide. Moi, par exemple, comment est-ce que j'avais quitté Lipeuse, je voulais faire quelques interviews sur ce que j'avais perçu de ma présidence. Et d'habitude, je n'ose pas trop aller déranger les gens pour leur demander de l'aide. Et là, j'avais 3-4 personnes qui me disaient, mais en fait, c'est des gens qui vont pouvoir m'aider à réfléchir à qu'est-ce que je veux communiquer, comment je veux communiquer. Et en fait, les gens sont ravis de vous aider. Et donc, se faire assez confiance pour se dire, mais en fait, aller demander conseil à des gens en qui on a confiance, et se dire qu'ils seront contents de le faire et qu'on ne les dérange pas. Et qu'au contraire, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas les demander conseil. Et puis les gens étaient presque vexés et me disaient, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé ce que j'en pensais? J'aurais été ravie de donner mon avis. Les gens sont valorisés, en fait. Ils ont l'impression qu'on Tout à fait. on les respecte dans leur opinion, dans leur expertise. Ça, je crois que les femmes font peut-être en moyenne moins souvent que les hommes. Moi, en tout cas, ça va être très difficile. C'est Ouais. encore quelque chose que je ne fais pas facilement. Et donc, probablement que c'est peut-être ça. C'est créer ce groupe de confiance où on peut demander du feedback de manière honnête, mais on peut aussi demander des conseils et du temps pour accompagner certaines choses Ouais. selon les besoins. Ça, je crois que c'est peut-être un conseil que je donnerais. Ouais, ouais, c'est top. Et peut-être pour baisser justement cette peur de déranger, n'oubliez pas que la personne est responsable de dire non. Donc, Oui, tout à fait. par contre, il ne faut pas le prendre mal. Si Non. la personne dit non, elle a totalement le droit d'utiliser son temps comme elle le veut. Et il y a la façon de poser la question aussi, évidemment. Et à nouveau, ça dépend à qui on pose la question. Si c'est quelqu'un avec qui on a une relation assez de confiance, la personne sera prendre volontaire, mais effectivement, on ne peut pas passer 4 jours juste pour vous. La question est posée de telle manière, parce que la personne peut élégamment refuser, expliquer qu'elle n'a pas le temps pour l'instant, sans que ça me crée de dommages. Ok, super. Donc on termine sur, j'adore parce qu'on termine sur le feedback à nouveau, qui est quand même une des meilleures manières pour apprendre et pour se développer. On se souviendra quand même des loups et des moutons, non, des agneaux. Donc se comporter comme un loup avec les loups, se comporter comme un agneau avec les agneaux. Voilà. Écoute Audrey, un immense merci pour cette conversation passionnante. Je retiens ta capacité quand même à créer de l'écoute entre les groupes, à remettre finalement de l'intelligence collective au cœur du leadership. Mais on voit aussi cette difficulté qui reste toujours de la relation humaine, faire confiance, à quel moment
Et on est toujours en train de tisser les liens, on teste et puis il y a des moments, faut aussi laisser partir. Donc c'est toujours en mouvement et on sera jamais sûr finalement de, est-ce qu'on a bien fait de donner, sa confiance, ça me fait rappel moi ma grand-mère qui me disait par rapport au mariage, «C'est au dernier jour de ta vie que tu sais si tu as bien choisi». C'est une bonne phrase. Et Ouais. je pense que c'est vrai pour toutes les relations humaines. Et ça ramène le yoga, c'est le chemin pour y arriver plus que la fin qui compte. À tous ceux qui nous écoutent, je vous lance un petit challenge suite à l'écoute du podcast. Alors, pour tout le monde, que vous soyez manager ou pas manager, je vous invite à la prochaine réunion à laquelle vous participez si on vous demande votre avis, surtout ne le donnez pas, mais allez poser une question à la place. Audrey a bien montré qu'en fait, là où on allait pouvoir avoir encore plus de valeur, c'est pas de donner son avis, c'est d'aller poser la bonne question qui va faire encore plus avancer tout le monde vers la même direction. Donc, par exemple, je vous donne un exemple de questions qui vont ouvrir la réflexion. Quelle autre option on n'a pas encore explorée? Et puis, si vous êtes manager, ça va être d'oser ne pas trancher. Quand on vient vous présenter une idée en équipe où il y en a qui disent voilà, moi j'ai telle idée, alors c'est laquelle qu'on choisit. Et c'est plutôt vraiment, comme tu l'as dit, de faire le tour de table, comme tu faisais dans les CA, etc., de récolter toutes les perspectives pour que déjà tout le monde entende les perspectives et de les reformuler, les points de convergence, et après de questionner plutôt que de tout de suite arbitrer, mais de faire cheminer le groupe ensemble plutôt que de jouer juste le rôle de finalement carton vert, carton rouge, quoi. Donc voilà, c'est un gros défi si on n'a pas l'habitude, mais c'est par l'action et par l'essai, qu'on peut arriver à faire évoluer, et d'aller en direction du leader facilitateur. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, à nous communiquer, sur LinkedIn, comment vous avez vécu la chose. Audrey, encore merci pour ton énergie, ta transparence aussi, d'avoir partagé de manière très concrète comment, tu arrives à diriger autrement. Merci à toi, Cécile. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Together Women Rise. Au Bonne revoir. chance à toutes. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.